Dépendance aux technologies américaines, peut-on en sortir? Troisième épisode aujourd'hui, on s'intéresse au secteur du spatial avec deux personnalités. Patrice Brudieu est à distance avec nous. Merci beaucoup d'être connecté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, ancien élève de l'école polytechnique, docteur en astrophysique et puis 43 ans de carrière au service du spatial français et européen. Vous avez travaillé à des postes de direction au CNES, à l'ESA, également au sein de la DGA. Entre 2015 et 2020, vous avez été directeur du département en charge de la politique spatiale au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On va discuter ensemble de ce secteur que vous connaissez bien et de son évolution. Avec vous pour ce débat, Sylvain Bataillard est en plateau. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci beaucoup. Ingénieur aérospatial de formation, vous débutez votre carrière dans les systèmes complexes pour les secteurs de la défense, de l'aéronautique et du spatial, au sein du CEA, d'ATR, puis d'Ariane Group. Aujourd'hui, vous êtes le cofondateur et le directeur de la stratégie d'Hyperspace. Alors, c'est une société qui développe un micro-lanceur capable d'amener en orbite 250 kg de charge utile. C'est bien ça? Tout à fait, c'est bien ça. Une innovation d'ailleurs qui a été expertisée par la DGA, la Direction Générale de l'Armement, et l'ONERA. Et vous êtes soutenu financièrement par le CNES, l'Agence spatiale française, l'Agence spatiale européenne, la DGA et la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, j'ai promis des personnalités de haut vol dans ce débat. Vous pouvez constater que c'est le cas. Alors déjà, première question, quelle est la situation du spatial aujourd'hui en Europe selon vous? Dans le rapport Draghi, on insiste sur la perte de compétitivité de l'industrie spatiale européenne. Dans le rapport l'État, c'est sur le marché commun, on conclut un manque d'investissement privé dans le spatial. Alors est-ce que le spatial va si mal, Patrice? Bonjour tout le monde. Écoutez, oui et non. Le spatial français et le spatial européen, aujourd'hui, sont moins compétitifs sans doute. Il faut rappeler quand même que depuis le départ, il y a un facteur à peu près 6 de budget entre le budget américain spatial et le budget européen. On a un problème d'investissement. En budget institutionnel, disons. Ouais. Les finances publiques données dans ce secteur. Avec un facteur 6, je trouve qu'on se débrouille très bien. Grâce en partie à la France, grâce maintenant à la Commission, qui est un nouvel acteur du spatial, un acteur important aux côtés de l'Agence spatiale européenne. On a quand même maintenu une certaine autonomie, même une réelle autonomie européenne. Moi, je peux donner quelques exemples. Les lanceurs. Alors aujourd'hui, on n'a que des gros lanceurs, Ariane 1 jusqu'à Ariane 6, Vega, qui est un lanceur moyen. On manque de lanceurs flexibles, on manque de petits lanceurs grâce à Hyperspace et peut-être d'autres. On aura bientôt, j'espère, et je les félicite chaudement, des petits lanceurs très réactifs. Aujourd'hui, on est quand même dans les satellites également. On a encore aujourd'hui 2 des 4 leaders mondiaux en satellites avec Airbus et Thales Alenia Space, qui ont quand même des difficultés de compétitivité face aux Chinois, face aux Américains qui sont très subventionnés. Mais on y arrive. Aujourd'hui, on est un petit peu, je dirais, obnubilé par les capacités assez extraordinaires, il faut reconnaître, de SpaceX avec ses lanceurs réutilisables, un lanceur qui vont, qui reviennent, bon, c'est spectaculaire. Avec la constellation Starlink, avec ses 8000 satellites et bientôt 32 000, ce qui est une folie, je pense, en termes de débris spatiaux. En Europe, on a quand même ce qu'il faut. En constellation, on a OneWeb, aujourd'hui avec 650 satellites qui fait à peu près la même fonction que Starlink, en moins réactif pour Internet, mais qui fait l'essentiel. On a, je répète, les lanceurs. Et cette autonomie est essentielle et il faut la maintenir. Je peux donner juste 3 exemples, puis après je vous rends la parole. C'était en 74, ça commence à dater un petit peu, moi j'étais encore à l'école, mais en 74, la France et l'Allemagne ont voulu lancer Symphonie, c'est ça. Le premier satellite de télécom européen. C'était un petit machin de 300 kilos, satellite géostationnaire. On a développé ça avec les Allemands, et le lanceur Europa ne marchait pas, et on n'est pas Ariane encore, donc on a demandé aux Américains de le lancer avec un Thor Delta. Et ils ont dit, mais écoutez, pas de problème, on vous le lance, mais alors, vous signez en bas le petit astérisque, interdiction de l'utiliser à des fins commerciales, seulement pour faire de la science. Bon, comme d'habitude, ça a été je dirais, la goutte d'eau qui a permis
de lancer Ariane, où les Américains nous ont aidés une fois de plus, c'est quand même un coup de pied au derrière, si je puis dire. On s'est rendu compte qu'il ne fallait pas être dépendant, et c'est ça qui a permis à la France de pousser les Européens à développer le lanceur Ariane pour être vraiment autonome. Un autre exemple, c'est la guerre en Irak. En 2003, lancée par George W. Bush, vous vous rappelez peut-être de cette altercation entre Dominique de Villepin et puis les Américains à l'ONU. Ouais, de Villepin, oui. Voilà, et la France n'a pas voulu y aller, et on s'est appuyé sur ça, et on l'a dit aux Américains, sur nos propres images satellites. Les Américains prétendaient, avec leurs images satellites, que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Les Anglais, qui n'avaient pas les moyens de vérifier, se doutaient qu'il y avait anguille sous roche, mais ont été obligés d'y aller. Ça leur a coûté quand même 200 morts, quelques dizaines de milliards de livres, et la chute du gouvernement. Nous, on avait nos images grâce à Spot. On a montré que les images américaines étaient truquées. Là aussi, l'autonomie, l'indépendance d'analyse pour la défense était essentielle. Et puis un dernier exemple que j'ai vécu personnellement quand j'étais dans mes fonctions, c'était Galileo. Galileo qui était le concurrent ou un supplément au GPS, qui est l'équivalent du GPS américain. Galileo, c'est européen. Les gens ne savent pas que quand ils prennent leur téléphone portable, ils ont tous dessus Galileo et GPS, et que la précision de Galileo est meilleure, et surtout que c'est indépendant. Imaginez aujourd'hui que nous soyons totalement dépendants du GPS américain, qui est piloté par la défense américaine et donc piloté quelque part par M. Trump, qui peut décider du jour au lendemain d'arrêter le GPS au-dessus de l'Europe. Et là, l'économie s'effondre totalement. Oui, donc tout dépend du GPS. Cette autonomie, Patrice, vous nous dites, elle est absolument stratégique. On en a pris conscience, fort heureusement, il y a longtemps. En tout cas, la France a mené ce combat-là depuis de nombreuses années. Vous nous dites aussi que finalement, on a les technologies, qu'on a peu de dépendance, mais enfin, vous pointez quand même du doigt nos capacités d'investissement qui ne sont pas du tout les mêmes que celles des Américains. Et puis, il y a cette capacité d'investissement public, mais il y a aussi ce New Space, donc, que vous représentez aujourd'hui sur le plateau de Smartech, Sylvain. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers ces initiatives privées, cette ouverture du spatial, finalement, au monde des startups, est-ce que ça permet de rattraper ce déficit d'investissement ? Oui, je pense que ça permet en tout cas d'aller dans le bon sens, puisque l'initiative France 2030, qui permet justement de financer les startups du spatial, le New Space en général, via le CNES, avec l'aide de la DGA et puis plein d'autres institutions, ça permet en fait de favoriser l'émergence de nouvelles technologies, puisque une start-up, elle est là pour développer une nouvelle technologie, une brique technologique vraiment innovante, une innovation de rupture, ce qui permet de tester des nouvelles choses. Et puisque les start-up sont là, en fait, sont une structure... C'est-à-dire, en fait, c'est la prise de risque, c'est exactement ça. Elles sont là pour prendre des risques et pour aller vraiment à 100% dans une innovation technologique. Ça marche ou ça marche pas, en tout cas, on y allait. Et toutes les start-up font ça sur un très large spectre, en fait, d'innovation. Et donc, ça permet de favoriser l'émergence de technologies diverses et ensuite de choisir celles qui ont fonctionné pour les intégrer à l'industrie spatiale, entre guillemets, classique. Et pourquoi est-ce qu'on doit passer par les startups pour cette prise de risque ? C'est culturel ? Oui, je pense que c'est culturel. Pour un grand groupe, une entreprise établie, c'est difficile de tout miser sur une technologie. Parce qu'il y a des contrats, ça représente des milliers d'emplois, donc on ne peut pas se permettre de prendre autant de risques. Et ce qui est normal, j'ai envie de dire, même fort heureusement. Tandis qu'une start-up, elle est là même. Une start-up qui ne prend pas de risques technologiques, elle n'a aucune raison d'exister, selon moi. Donc, en fait, c'est l'aversion au risque n'est pas la même. Mais ça quand même sous-entend qu'il faut être capable de soutenir ce risque. Parce que on ne peut pas monter des entreprises, s'effondrer et reprendre son chemin vaillant. Non, il faut aussi pouvoir être soutenu financièrement. Il faut que justement les institutionnels comprennent que ce risque est nécessaire. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes suffisamment soutenu ? Je pense que le soutien qu'on a via l'État, via le gouvernement, sincèrement, je vais pas me plaindre. J'estime qu'il est quand même assez fort, assez conséquent, assez suivi aussi. Après, il y a
il y a les finances publiques. Effectivement tous ceux qui vous soutenaient. Oui, voilà. Après, il y a l'état des finances publiques on les connaît. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est s'appuyer sur les investissements privés, que ce soit les fonds d'investissement ou les plus grandes entreprises. Et là, il y a aussi, je pense, une éducation de certains investisseurs privés à faire pour qui le spatial, c'est un petit peu inconnu, ça fait peur, alors qu'il faut aussi pouvoir s'appuyer sur deux jambes, les institutions et le financement privé. Et en termes de technologie, donc Patrice nous disait, on a les bonnes technologies. Est-ce qu'on a les innovations de demain ? Je pense qu'on a parmi toutes les innovations... Est-ce qu'on est là où d'autres ne sont pas déjà dans le spatial ? Est-ce qu'on peut se dire, oui, on peut dire qu'on a un coup d'avance ? Un coup d'avance sur les technologies, je pense, puisqu'on peut, en fait, on se permet un petit peu tout type d'innovation dans tous les domaines. Après, la question, c'est est-ce que chacune de ces innovations aura le financement qu'il faut pour la faire suivre, la faire éclore, émerger pleinement et pouvoir transformer ça en industrie, et en réindustrialisation, en vraiment quelque chose d'utilisable. Pour ça, il faut, Patrice, avoir aussi des grands programmes, des programmes souverains au niveau de l'Europe. On en est où de la politique du spatial et de ces programmes ? Je vais vous répondre. Juste avant, je voudrais insister sur ce que disait Sylvain, qui est très important et que je partage totalement, c'est la culture du risque. C'est vrai que en France, on a des individus, des gens, des petites boîtes qui font le New Space, qui arrivent, qui y vont, donc l'esprit y est. Mais les grandes institutions, les politiques ont quand même une certaine appréhension au risque. On le voit dans les lanceurs. Elon Musk, qui est un type avec qui je ne partirai pas en vacances très volontiers, mais à part ça, Elon Musk est un visionnaire. Quand il a créé SpaceX, il a commencé à lancer, il a été très aidé par la NASA quand même, il a lancé ses Falcon 9 en disant, écoutez, si ça explose dans plus de 30 secondes, on aura sauvé le pas de tir, c'est génial, on aura beaucoup appris. Ça démarre, ça explose au bout de 2 minutes, il est très content, tout le monde applaudit, et il relance 15 jours après. Chez nous, quand on lance Ariane 5, par exemple, 500 explosent parce que ça arrive, les premiers lancements. On a mis 2 ans à relancer. Ouais. Et on a dépensé des milliards et tout le monde avait peur, serrait les fesses, il y a eu des infarctus, etc. parce qu'on n'a pas cette culture du risque. On dit que c'est l'échec. L'échec, c'est une catastrophe chez nous. Aux USA, la culture américaine, et ça commence dès l'école. La culture américaine, c'est il y a un échec, on a appris. En France, en Europe, il y a un échec, c'est une catastrophe, il faut punir des gens. Le spatial, je dirais, c'est le secteur peut-être dans lequel il faut avoir le plus le goût du risque quand même, pour oser s'aventurer dans l'espace, Patrice. Ça commence à l'école. Et là, on pourrait en faire tout un sujet, vous pourriez en faire une émission. Ouais. L'éducation à l'école, dès la maternelle, dès le primaire, si vous échouez, vous êtes mauvais. Au lieu de dire, aux USA, à l'école, on leur apprend, ma fille a fait des études aux USA, vous n'êtes jamais en échec, vous avez toujours appris quelque chose. Je me souviens de Claudie Aigneret qui incitait justement la jeunesse à retrouver ce goût du risque pour s'engager dans le spatial. Mais alors je voudrais qu'on revienne, parce qu'on n'a plus que 3 minutes déjà sur le débat, qu'on revienne quand même sur la politique spatiale européenne et ses grands programmes. On en est où ? Alors, les grands programmes, ils sont portés par 2 institutions, l'Agence spatiale européenne pour tout ce qui est scientifique et pour les lanceurs, et puis maintenant la Commission européenne depuis quelques années. Et la Commission a lancé des grands programmes. Elle a lancé Galileo, elle a lancé Copernicus, qui sont ces sentinelles de la Terre extraordinaires que le monde entier utilise gratuitement. Et puis maintenant, Iris Square, donc Iris au carré, qui est un ensemble de constellations s'appuyant sur OneWeb et autres, pour avoir une autonomie en télécommunications et Internet au niveau européen. Ouais. Et grâce à la Commission, qui met quand même des milliards et des milliards là-dedans, on tient ces grands programmes qui vont ensuite irriguer les entreprises, les institutions et la technologie. Et par ailleurs, la Commission a aussi, ainsi que la France avec France 2030, des fonds pour les entreprises, pour le New Space, pour aider à démarrer ces projets ambitieux. Alors rapidement, je voudrais une réaction de votre côté. Sylvain, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la politique spatiale européenne ? Je pense que, en tout cas, moi, ce qui me rassure, c'est de voir qu'elle est en pleine refonte.
tout le monde en Europe a compris qu'il fallait changer quelque chose, qu'il y avait un fort décrochage vis-à-vis des États-Unis et qu'on était trop dépendant d'un petit peu de leur technologie. Quand on voit maintenant tout le monde utilise, dans le monde entier, tout le monde utilise Starlink. Maintenant, il faudrait aussi avoir ça en Europe. Donc avec Iris Square, justement, c'est quelque chose qui se développe. Mais en tout cas, moi, je suis assez optimiste sur le fait que tout le monde se réveille et se dit, en fait, il faudrait qu'on soit autonome, il faut qu'on soit ensemble et qu'on fasse quelque chose de nouveau. Et voilà, il y a la politique spatiale française qui est en train il y a une refonte complète donc qui va être publiée en juin, je crois, qui prend aussi en compte l'aspect défense, puisque le spatial et la défense, c'est deux domaines qui sont très très proches et on a autant besoin d'autonomie dans le spatial civil, mais aussi dans tout ce qui est défense. Et donc pour moi, c'est primordial. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Patrice Brudieu, expert du spatial français et européen, merci encore d'avoir été avec nous sur ce débat. Et Sylvain Bataillard, cofondateur, directeur de la stratégie d'Hyperspace. Voilà, on a compris qu'on avait des armes, on a une politique, donc on va être optimiste sur ce sujet du secteur spatial et de son autonomie technologique. Merci encore. Juste après, on parle de cybersécurité et de la confiance au cœur de ce sujet.